On retrouve nos chers invités pour la suite de votre émission préférée. Robert Kosiga Koité est là, Francisco Napokula est là également et Firmin Teko Agbo. On va en Syrie, on va parler du terrorisme. Le groupe État islamique a d'abord annoncé, c'était mercredi 30 novembre 2022, la mort de son chef Abu Hassan al-Hashimi. Le commandement militaire américain au Moyen-Orient a ensuite précisé qu'il a été tué par les rebelles dans le sud de la Syrie. Un nouveau calife a été toutefois nommé. Alors, président Robert Kosiga à côté, il faut tout simplement dire que c'est un coup dur pour ce groupe, le groupe État islamique. Oui, ça c'est un gros coup porté même au moral de ces troupes. Parce que quand le chef disparaît et qui n'a pas préparé même la relève, vous voyez. Donc, Hussein Hassan, je crois que c'est son nom. Oui, Hussein Hassan al-Hashimi. Voilà, a été abattu par l'armée libre syrienne. Je crois que c'est une branche des rebelles syriens qui l'ont eu ce matin. Et donc, le porte-parole je crois des islamistes de l'État islamique. Voilà, de l'État islamique a annoncé la fin tragique de leur porte-étendard. Voilà, qu'il va directement en enfer parce qu'ils ont causé beaucoup de mal dans ces régions-là. Et puis, n'oublions pas qu'ils ont aussi leur démembrement en Afrique qui sévissent, je crois, au nord du Mali. Et puis, même sur nos frontières ici, ils se promènent. Ils sont aussi au Nigeria. Paraît-il qu'il a été remplacé par un autre qui porte le même nom. Mais je crois il trouve toujours un remplaçant. Il trouve toujours un remplaçant, c'est des forces du mal. Mais bon, on dirait qu'ils sont soutenus peut-être par l'Occident. Parce que n'oublions pas que c'est suite... comment on l'appelle, au printemps arabe, que la Syrie a été à la révolution de Jasmine. Voilà, et donc tout ça, c'est organisé par l'Occident. Vous voyez, le printemps arabe, c'est ça qui a ravagé la Tunisie, l'Égypte, la Syrie, et puis la Libye aussi. Le Yémen, vous voyez, l'Afghanistan, non, l'Afghanistan était, le Mollah Omar était déjà occupé. Mais c'est là où moi je ne comprends pas une chose. Les gens qui nous vendent la démocratie pour nous dire c'est l'état de droit, c'est la justice, c'est la paix, c'est l'égalité, c'est les mêmes personnes qui arment d'autres pour faire partir tout un régime élu. Et puis, c'est ça qui... Mais au départ, la révolution de Jasmine, c'était de simples manifestations. Mais écoutez... Je peux comprendre que les Occidentaux soient derrière, vous savez que, mais quand on a vu ce qui s'est passé en Tunisie, vous savez qu'en Irak, juste après la fin de la guerre américaine, c'est l'État islamique qui a pris le contrôle de l'Irak. Et puis, les États-Unis ont été obligés d'aider le gouvernement irakien à chasser alors ces islamistes-là de l'Irak. Et ils se sont retrouvés en Syrie. Malgré l'intervention et le soutien des Russes, ils sont toujours là. Ce n'est plus seulement un problème de démocratie aujourd'hui. Écoutez, pour faire la démocratie, il faut la paix. Vous avez été armé, président. Non, écoutez, les États-Unis soutiennent alors un peu tout ça parce que n'oublions pas que sur les réseaux sociaux, on lit qu'il y a toujours des bateaux chargés de pétrole syrien qui partent chaque fois sur les États-Unis. Alors, s'il y a la paix en Syrie, les Syriens devraient contrôler leur propre pétrole. Maintenant qu'il y a la guerre, et puis... En Syrie, il n'y a pas que les Américains, il y a également des Russes. Mais je ne refuse pas. Mais en Libye, il n'y a pas que les personne n'a vu des navires remplis de pétrole syrien pour aller en Russie. Non, non, non. Les navires quittent la Syrie pour les États-Unis. C'est-à-dire que c'est ce qu'ils vous vendent aussi. Et puis, c'est pour vous dire que ces organisations sont soutenues par l'Occident et déciment alors les pays dans lesquels ils sont. Et puis aujourd'hui, quand nous prenons un peu l'Afrique, surtout l'Afrique occidentale aujourd'hui est en proie à ces bandits enturbanés qui alors ont la même mise sur l'armement libyen qui était à disposition de Kadhafi, plus toutes les armes là larguées dans le désert libyen qui alors sont aujourd'hui dans leur main. N'oublions pas que c'est eux aussi qui contrôlent le désert, où se passe beaucoup de trafic.
les trafics de drogue, les trafics d'armes et tout, c'est eux qui contrôlent ça. Donc ça voudrait dire que économiquement, ils sont aussi forts. Et puis ils traitent avec les mêmes marchands d'armes qui vendent les armes aussi à nos États. Et parfois même, ils sont plus armés que nos États. Donc moi j'ai dit, tout ça là, seul Dieu peut nous sauver dans tout alors, Firmin Tekou Agbo, on sait que le groupe État islamique a perdu déjà des plumes en Syrie et surtout en Irak, avec la mort de son chef, l'Irakien Abdou Hassan al-Hashimi al-Ouraki. Vous pensez que c'est encore un coup très dur porté à ce groupe? Oui, je vais répondre de façon indirecte. C'est un coup très dur parce que quand le chef est tué, je pense quelquefois c'est la débandade. Et puis on est désorienté. Donc surtout s'il n'a pas laissé de testament. Donc c'est tellement difficile et ça va être tellement difficile. C'est difficile en ce sens que au départ, dans les années 2013-2014, l'État islamique occupait au moins 45% du territoire syrien. Mais aujourd'hui, il ne peut plus être à 20%. Donc, et quand on vient encore de faire partie un de leurs chefs, ça va être encore plus difficile. Vous savez, dans le nouvel ordre mondial que les États-Unis veulent construire, c'est un monde sans dictature, c'est un monde sans communisme. C'est pour cela que la Russie sera toujours combattue par les Américains. Le Cuba et autres seront toujours combattus. La Corée du Nord sera toujours combattue. C'est un monde sans terrorisme. Maintenant, le terrorisme, pourquoi il est toujours là? Mais c'est parce que les États-Unis, cela constitue en quelque sorte un instrument pour les Occidentaux en termes de déstabilisation de certains régimes. C'est-à-dire, si les États-Unis disent qu'il n'y aura pas de terrorisme, il n'y aura pas de terrorisme. Parce qu'ils ont les moyens suffisants avec l'aide des Israéliens en termes de renseignement, ils vont toujours combattre le terrorisme. Mais s'ils maintiennent le terrorisme dans une certaine zone, c'est pour jouer à l'avenir un certain rôle de déstabilisation. Voilà. Donc la Syrie, là, si on décide, si toute l'Europe aujourd'hui veut que l'État islamique disparaisse complètement en Syrie, les Américains vont se battre et ils vont obtenir ces résultats-là. Maintenant, l'autre chose, pour aller un peu dans le sens de Robert Kossighan, et vous aussi, vous avez posé une question simpliste. Quand vous rappelez un peu Mohamed Bouazizi, ce qu'il faisait en 2010, et vous disiez que c'était juste une simple manifestation. Vous savez, dans ce monde, dans la gouvernance mondiale, il n'y a rien d'isolé, il n'y a rien d'anodin. Ça n'existe pas. Quand on voit une petite manifestation comme ça et on en passe sur les chaînes internationales, ne pensez pas que c'est juste un peuple qui se soulève. Aucun peuple ne peut se soulever et faire tomber un régime. Ça n'existera pas. Je parlais justement de la source du soulèvement. Oui, la source du soulèvement, c'est parce que ça a été manipulé. C'est vrai que c'est un marchand ambulant comme ça. Oui, moi-même, moi je me rappelle l'histoire. Oui, vous le rappelez, moi je me rappelle l'histoire. Un marchand ambulant comme ça, donc une jeune fille policière a détruit l'étalage. Et ça a commencé. C'est comme ça. Et le gars s'est immolé. Et c'est comme ça, c'est parti. C'est préparé depuis. Et c'est préparé depuis. Donc, c'est un agenda qui a été déroulé. C'est tout. Donc, les Américains, les Occidentaux, ils avaient tout préparé. Ils avaient décidé de faire partie Ben Ali, de faire partie Hosni Moubarak, de faire partie Kadhafi, de faire partie Mohamed Saleh du Yémen. Donc, et puis, ils ont réussi. Quand Sarkozy, en 2004, venait au niveau de la Méditerranée, au niveau de la Libye, c'était pour préparer un prochain printemps arabe. N'oubliez pas encore, en 2019, lorsque Obama venait au Caire en 2019, il disait ceci, je rappelle toujours ceci, pour dire à nos frères africains que ceux qui dirigent le monde savent comment le manipuler. Nous n'avons rien, nous pourrons maîtriser exactement comment va le fonctionnement du monde. Obama disait, nous avons la possibilité ou la capacité de construire le monde que nous voulons, si et seulement si nous avons le courage de tout recommencer. Nous avons la capacité de construire le monde que nous voulons, si et seulement si nous avons le courage de tout recommencer. Donc il a dit en 2019, le 17 décembre 2010, voilà, le printemps arabe a commencé et on a vu comment Kadhafi est parti. Les Libyens, ils vont le regretter, ils vont vous dire qu'ils n'étaient pas sortis pour faire partie Kadhafi, mais c'était juste pour demander la lumière, que la lumière soit faite par rapport aux assassinats de 1996 dans une des prisons de Benghazi. Alors, Francisco Napokura, un regard sur la disparition de chef de l'État islamique et surtout un regard sur son remplaçant. Lui, il s'appelle Abdul al-Hussein al-Hulseni al-Kourachi. Presque même nom. Ah oui. Bien, Firmin l'a dit tout à l'heure, il a tout à fait raison, hein, sur toute la nuit. Les États-Unis ont tous les moyens, mais ils n'auront jamais le courage de vouloir tout recommencer.
parce qu'ils n'auront pas même les moyens de recommencer tout. Parce qu'il y a aujourd'hui d'autres blocs. La preuve, lorsque cette histoire avec Hong Kong a commencé, on a vu les choses. Mais aujourd'hui, ils sont en train de se reconstituer en délocalisant des industries stratégiques pour ne plus tellement dépendre de l'autre côté. Mais maintenant, il a dit qu'il est mort, il va en enfer. Mais on dit que lui, il est mort en train de combattre les ennemis de Dieu. Est-ce que vous voyez? Il est mort. Donc pour eux, il ne va pas en enfer. Ah oui, bon, l'enfer là même, c'est où? L'enfer, c'est sur terre. Il n'y a pas l'enfer ailleurs. Il ne faut pas paradis, enfer là. C'est ça que nous vivons. C'est pourquoi on demande aux gens d'être justes pendant leur vie. Pour que la fin aussi leur soit agréable. Voilà. Donc, et bien sûr, c'est un coup dur pour l'État islamique, mais quand nous prenons depuis l'histoire, tout ce qu'ils ont perdu comme chef de guerre, comme vous voulez le voir, il vient d'être remplacé par quelqu'un qui est conçu pour le remplacer. D'accord? Ils ont déjà leur testament à partir du moment où ils sont nés. C'est comme on nomme quelqu'un Premier ministre, avant de le nommer ministre, on prend sa démission d'abord. Comme le général de Gaulle le faisait. Voilà, donc on sait que là où il est, à tout moment, il peut mourir. La preuve, depuis les Ben Laden, les gens pensaient qu'après l'assassinat de Ben Laden, le terrorisme allait baisser. Au contraire, c'est des gens qui ont été formés pendant des années. D'abord, c'est l'Occident qui leur donne, et l'Amérique qui leur donne, voilà, et également l'Occident, qui leur donne des moyens, et ils évoluent avec, et qui sont financés. Et après tout, certains cherchent à prendre leur indépendance. C'est ça parfois qui les échappe. Mais ils en ont besoin, c'est un mal nécessaire dont ils ont besoin pour toujours déstabiliser. Il a dit, quand vous prenez ce qui quitte la Syrie. Pas seulement la Syrie, même la Libye. Même la Libye en termes de pétrole. Mais c'est énorme. C'est énorme. Quand on donne... Cela prend quelle direction? Parce qu'on voit... les États-Unis, il y a la Turquie, c'est l'Occident. La Turquie, ceux qui n'en ont la pas. Russie, les États-Unis, même les pays asiatiques. Oui, ils sont là. Oui, ceux qui n'en ont pas. Donc, ils ont besoin de déstabiliser notre continent pour pouvoir exploiter le pétrole, pour exploiter les pierres précieuses, le sous-sol en général. Et ils ont besoin également de mettre à la tête des États des gens qu'ils contrôlent. Et c'est tout ça là qui joue. Même nos pauvres sont dans leur escarcelle. Dans la pauvreté de nos pays, puisque nos pays sont immensément riches, le sous-sol immensément riche, mais les pays pauvres. Vous voyez, et puis il y a certains États, même africains, qui s'essaient à ça. Quand vous prenez par exemple le Rwanda, également avec ce qui se passe en RDC, il n'y a pas que RDC. Quand on vous dit comment les forces rwandaises qui sont en Centrafrique, et comment ils également travaillent au profit de leur pays, c'est pas petit. Est-ce que vous voyez? Donc, à l'Afrique du Sud également. La RDC, le désordre en RDC, il y a l'Afrique du Sud. Donc, en fait, la disparition d'un chef de guerre, que ce soit au Maghreb islamique, que ce soit... On a vu, ils ont été vite remplacés. Ils sont toujours vite remplacés. Ils ont toujours leur backup, qui sont parfois plus virulents, parce que ils continuent quand même de maintenir, disons, les mouvements, parce que déjà... Même parfois, avant que l'autre ne soit assassiné, peut-être qu'on a déjà positionné celui qui va le remplacer. C'est-à-dire que ce qui donne, disons, les cartes blanches à ces assassins, à ces terroristes, ont déjà désigné celui qui va les remplacer, celui avec qui ils peuvent mieux collaborer, parce que l'ancien chef est devenu plus autonome. Voilà. Alors, Kosiga Koité, on va s'intéresser un peu à leur bastion. On l'a dit déjà, ils ont perdu un peu leur fief en Syrie et en Irak, mais le groupe continue de revendiquer des attaques dans ces deux pays à travers des cellules dormantes. L'organisation a également étendu son influence dans d'autres régions du monde. Vous avez eu le temps de les citer. Il y a le Nigeria, le Yémen, l'Afghanistan et autres. Ce nouveau chef, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de reprendre l'Irak
la Syrie chercher encore d'autres États? Non, pas nécessairement. Comme l'a dit le grand Francisco. Vous savez, c'est des gens qui sont nés pour faire du mal. Alors lui va vouloir peut-être exceller dans les discours va-t-en-guerre, ne serait-ce que pour pomper les nerfs de ces bandits enturbannés pour que dans les cellules dormantes continuent toujours pas faire du mal. N'oubliez pas qu'ils contrôlent un grand accès dans le désert. Aujourd'hui, toute la contrebande du désert est dans leurs mains, que ce soit au niveau de l'Algérie, de la Libye et tout. Ce ne sont pas seulement l'Occident qui pille la Libye, ce ne sont pas l'Occident seulement qui pille la Syrie. S'ils sont en Syrie, c'est parce que en dehors du mal qu'ils font, ils ont aussi leur intérêt. Ils protègent les intérêts des gens et en contrepartie, on leur verse de l'argent et des armes. Donc, moi j'ai dit, c'est comme celui qui a remplacé Shekau, ici, à Al-Qaïda au Nigeria. Ah oui, ils ont de leurs discours qu'ils pompent, ils ont de leurs enseignements qu'ils donnent à leurs troupes. Pour eux, tuer, c'est ça qui plaît à Dieu. Or, l'islam n'est pas ça. Ceux qui connaissent l'islam nous disent toujours que c'est une religion de paix. Et d'amour. Et d'amour. Mais je ne sais pas par où ils ont rencontré Dieu qui leur dit, ok, si vous tuez, vous allez au paradis. D'autant plus que le grand Franco vient de dire, le paradis est sur terre. Je ne sais pas quel paradis eux ils vont. Et puis, comme il a dit, vous avez vu, quand ils ont tué Ben Laden, il y a aujourd'hui des millions de Ben Laden, un peu partout. Ouais. Donc le mal là est entretenu par l'Occident, ne serait-ce que pour déstabiliser certaines régions pour tirer beaucoup de profit. Aujourd'hui, personne ne parle plus de la reconstruction de la Libye, ni de la Syrie, ni d'un peu partout. Vous avez vu, aujourd'hui, la Tunisie peine à revenir au temps de Ben Ali. Donc, tous ceux qu'on traitait dans le temps là de dictateurs ont laissé au moins un patrimoine et une dignité à leur peuple. Donc vous avez la nostalgie de ces dirigeants qui ont duré au pouvoir. Écoutez, durer ou pas. Vous voulez ce modèle pour l'Afrique, pour le monde? Durer ou pas. Aujourd'hui, quand les États-Unis tuent, qui les juge? Fatou Bensouda a voulu égratigner les États-Unis pour dire qu'elle va enquêter. Est-ce qu'elle a pu? Elle n'a pas pu. Elle a eu pour son compte. Elle est flagellée par les États-Unis, persécutée même. Vous voyez. Donc aujourd'hui, qui parle de la reconstruction de la Libye? Même les Libyens qui ont soutenu Sarkozy dans cette affaire de déstabilisation, de tuerie de Kadhafi, s'ils sont vraiment des humains, ils doivent le regretter. Même s'ils ont reçu des millions d'euros, ils doivent le regretter. Aujourd'hui, la Libye est à la merci de toutes ces puissances qui viennent la piller. Donc personne ne veut reconstruire aujourd'hui la Libye, ni la Syrie. Vous avez vu, la Tunisie peine à revenir. Seul Mohamed Al-Sisi en Égypte qui essaie de tenir, mais bon, on ne sait pas pour combien de temps. Si un autre Morsi vient peut-être qu'un jour aidé par l'État islamique, ils vont aussi le dégager. Donc moi je dis, si les États-Unis trouvent quelque part, ou l'Occident trouve quelque part des ressources minières, ils envoient toujours de ces gens-là. Vous avez vu le Nigeria aujourd'hui. Est-ce que le Nigeria profite de toutes ses capacités en hydrocarbures? Non. La grande partie est contrôlée par ces gens-là. Donc voilà, si le nouveau chef qui est là va faire le même job que l'autre, et le jour que peut-être qu'il sera tué, un autre aussi va venir. Voilà. Alors comme information, Firmin Teko Agbo, le groupe djihadiste avait déjà instauré un régime de terreur dans les régions sous son contrôle, ça on en a parlé, sous son contrôle, imposant une stricte application de la loi islamique, ça on va parler de cela, et se livrant à de nombreuses actions dont certaines étaient mises en scène à travers des vidéos devenues une arme de propagande. Ça aussi, ça m'intéresse. L'État islamique, c'est ça l'arme de ces terroristes, comme le dit souvent Robert Kossigan à côté des terroristes enturbannés. Oui, c'est ça au fait. Vous ne voyez pas, on l'appelle l'État islamique. Même si ça ne respecte pas tous les critères juridiques de ce qu'on peut appeler État, c'est quand même un État parce que c'est une organisation qui a un territoire,
qui a une population qui a un certain pouvoir. Sauf que sur le plan international, cette organisation n'est pas reconnue comme un État. C'est comme nous parlons de la Palestine, même si la comparaison n'est pas si nette. La Palestine, aujourd'hui, on ne l'appelle pas État, on l'appelle toujours autorité palestinienne. Parce qu'il y a ils n'ont pas trop de territoire, ils ont un pouvoir organisé, ils ont une population, mais en ce qui concerne le territoire, la géographie n'est toujours pas encore bien définie. Parce que la Palestine partage un territoire avec l'Europe, où le Jérusalem pose toujours, la capitale Jérusalem pose toujours un problème. Donc on n'arrive toujours pas à reconnaître la Jérusalem comme la capitale d'Israël ou appartenant un peu à la Palestine. Donc l'État islamique, dans leur entendement, dans leur esprit, c'est un État. C'est un État et lorsqu'ils viennent s'installer, ils aiment se comporter comme État et ils aiment imposer leur loi, la loi charia, dont ils parlent souvent, à tous ceux-là qui se retrouvent géographiquement sur ce territoire. C'est des choses tellement difficiles et c'est là où je rejoins un peu Robert Kosigan qui dit l'islam ne prône pas ça. L'islam c'est la douceur, l'islam c'est l'amour. Nous on a des amis musulmans, ouais, donc c'est l'amour, c'est l'amour, c'est le partage, c'est la solidarité. L'islam, ce n'est pas de tuer ou d'imposer quoi que ce soit aux gens. On est strict en termes de spiritualité, de religion, on est strict. Mais pas jusqu'à aller tuer des gens, à constituer un régime de terreur. Jésus ou Dieu n'a jamais constitué une certaine terreur pour ses peuples. Ça, c'est une question, c'est une sorte de déformation. C'est pour cela que quoi qu'ils disent ou quoi qu'ils fassent, ils seront toujours combattus. Maintenant, je vais répondre à une question que vous avez posée à Kosigan tout à l'heure en disant que maintenant, est-ce qu'il souhaiterait un régime beaucoup autoritaire. Plus long, autoritaire. Non, en fait, la question n'est pas à ce niveau. Mais quand vous voyez un peu l'histoire, vous comprendrez que la démocratie qu'on nous vend, ça n'a jamais été cela. Vous croyez que vous comprendrez en même temps que ceux-là, les Occidentaux qui parlent souvent de démocratie, la démocratie constitue un outil pour ces Occidentaux pour déstabiliser le continent. Par exemple, je donne un exemple. Les gens ont voulu que Ben Ali parte. Ben Ali est parti en 2011. Ça fait déjà 11 ans. Vous voyez l'état de la Tunisie. La Tunisie souffre jusqu'à présent. Hosni Mubarak est parti. Ça fait déjà 11 ans. L'actuel président Mohamed Al-Sisi, vous voyez, il a tellement de prisonniers, de journalistes, de défenseurs de droits de l'homme. On sait comment il est même arrivé au pouvoir. Il a tué tellement de frères musulmans. Vous voyez par exemple, quand vous allez voir Ouagadougou, Blaise Compaoré, on a dit lui c'est un dictateur. Il est parti, mais vous voyez comment le pays est détruit complètement. Où le terrorisme prend déjà presque la moitié du territoire. Mais dans ce cas-là, est-ce que c'est la démocratie occidentale qu'on nous vend chèrement, qu'on va toujours accepter, ou il ne faudrait pas qu'on réfléchisse un peu à cette démocratie-là qu'on pourrait adapter à notre continent. Maintenant, la dernière chose, pour conclure, c'est pour dire qu'en réalité, le jour où les Occidentaux décideront de la fin du terrorisme, il n'y aura plus de terrorisme. Ça, je l'ai toujours répété. Le terrorisme que nous avons en Afrique, c'est pour nous déstabiliser. C'est ça peut-être nos frères maliens ne comprennent pas. C'est-à-dire qu'ils vont toujours s'évertuer à lutter contre le terrorisme, mais ils n'y arriveront jamais. Parce que ceux-là qui nourrissent le terrorisme sont toujours là et savent que le terrorisme joue un rôle. Le terrorisme est placé là pour peut-être tirer un peu l'oreille aux récalcitrants, aux enfants africains qui veulent être un peu récalcitrants. C'est-à-dire, si le Mali veut être un peu récalcitrant, on va monter ses propres frères contre lui et on va le déstabiliser. Peut-être le régime va partir, on fait venir un autre. Regardez ce qui se passe en Ukraine. Vous voyez combien les Américains dépensent dans cette guerre-là. Le terrorisme en Afrique n'a même pas besoin de ça. On a juste besoin qu'on dépasse un peu. On avait parlé du G5 Sahel. Du G5 Sahel qui n'a jamais marché. Ouais. Qui n'a jamais marché parce que les Occidentaux se disent que les Africains, il faut qu'ils restent là. Bon, ce sont eux la première puissance du monde, bon, qu'on le veuille ou non. Alors, il reste 4 minutes, on vous les donne. Francisco Napokura, on parlait de ces vidéos insoutenables qui sont une forme de propagande aussi pour le groupe État islamique, qui a d'ailleurs massacré des minorités yazidis, par exemple, en Irak, et d'autres minorités dans le monde. Vous savez, la religion musulmane, c'est une religion de paix. Nous vivons bien avec les musulmans. Bien. Maintenant, ceux qui en font affaire de tuerie, choses, c'est-à-dire ils sortent de la religion. Ils sont devenus des commerçants, des trafiquants et autres. Ça, ce n'est plus la religion. C'est qu'ils utilisent le nom de la religion pour faire ce qu'ils veulent. Sinon,
c'est quoi? Même voiler une femme, c'est quoi le problème? Puisque de toute façon, vous allez la découvrir quand vous serez face à face. Ou bien, pourquoi vous ne pouvez pas tenir devant une femme non voilée en public et que vous voulez forcément qu'elle se voile? Découvrez, appréciez la beauté que Dieu a donnée à lui. Bien. Maintenant, en matière de terrorisme, on peut arriver à bout. La Mauritanie a essayé. L'Algérie a essayé. Même quand nous prenons le Sénégal aujourd'hui avec la Casamance, ils ont pu. C'est-à-dire qu'ils sont en train, même si ce n'est pas totalement fini. C'est-à-dire on peut. Mais c'est que la démocratie, les gens ne l'ont pas accepté dans nos pays pour que ça s'applique et que les règles s'appliquent à tout le monde. Il y a ailleurs, dans des pays où il n'y a jamais eu de changement. Peut-être que c'est de père en fils, mais ça veut dire que ce n'est pas pour autant que la situation est rose pour les populations. Alors que le bien-être fait partie également des composantes de la démocratie. Donc c'est ce que nous n'arrivons pas. Donc ce n'est pas seulement la dictature et la force qui peut conduire les choses, puisque de toutes les façons, la démocratie, c'est la dictature d'une minorité qui arrive à manipuler la majorité. Donc, en fait, ce que nous voulons, c'est qu'il faut que les gens acceptent les règles de la démocratie qu'on se donne à travers les constitutions et que quand le moment vient qu'il faut alterner, que les gens acceptent partir, puisque après le pouvoir, après la richesse, il y a la vie de l'autre côté. Mais supposons que la personne succombe. Ça veut dire que le pays, c'est-à-dire qu'à l'époque, si par exemple Blaise qui était là, qui ne voulait pas quitter le pouvoir. Ben Ali qui était là. Oui, s'il mourait, ça veut dire que le pays est fini. Qui était là. C'est là qu'on doit déterminer leur force. Comment ils ont construit le pays, comment ils ont formé, et disons, les citoyens du pays, de sorte à ce qu'il ne soit pas l'homme providentiel, que après lui, que tout le monde commence pas à pleurer. Non. Sinon, si vous avez gouverné pendant des années, même vous gouvernez peu de temps, et vous quittez que le pays va en déluge, c'est que vous n'avez pas été un homme d'État. Donc, il faut que les gens acceptent le jeu de la démocratie. La dictature, oui, ça permet de mouler les gens, mais à un moment donné, quand ça va exploser. Aujourd'hui, tout le monde est en train d'apprécier le Rwanda et Kagame. L'après Kagame, comment ça se prépare? Personne ne le sait. Parce qu'on sait qu'un long règne, jusqu'à la fin d'un long règne, sans partage, beaucoup de choses. Ça entraîne des dérives après. Allez, donc, on va marquer donc la pause pour le journal puisqu'on nous attend. On revient après avec nos invités Robert Kossiga à côté, Francisco Napokura et Firmin Tekou à vous.